avancer sur les problématiques, sur l'enjeu de conscientiser, de donner à voir les problématiques en matière de discrimination, même si c'est pas simple d'en parler dans la logique républicaine autour de l'égalité de traitement. On a produit un ensemble de travaux et on essaye d'avancer de manière très modeste avec nos moyens. Et c'est l'enjeu de cette note qui fait l'objet du séminaire aujourd'hui, où on veut mettre en dialogue, on veut mettre au débat l'enjeu de la prise en compte des discriminations ethno-raciales dans le champ de l'éducation et spécifiquement dans le champ de l'orientation scolaire, puisque c'est des moments qui sont assez forts dans le parcours des élèves et qui cristallisent un peu aussi les tensions. Notre enjeu aujourd'hui, c'était de réunir un ensemble d'acteurs qui ne viennent pas que de la même sphère, donc pas forcément de la sphère de l'éducation nationale, en tout cas pas que, mais l'ensemble de la communauté éducative et des acteurs qui se sentent concernés ou qui veulent aussi avancer sur ces enjeux. Nous produisons des rapports qui sont destinés à éclairer les décideurs publics. Et justement, nous avons récemment publié 2 rapports, l'un sur les scolarités, le poids des héritages et l'autre sur les politiques sociales en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Et c'est à partir de ces travaux que j'ai été sollicitée pour intervenir ce matin, où j'ai pu montrer à l'aide de nos travaux quel est le poids de l'ascendance migratoire dans les parcours scolaires et la mobilité sociale des jeunes. Et si j'ai un message à faire passer, c'est qu'on observe que globalement les jeunes qui sont issus de l'immigration ont des trajectoires moins favorables que les autres jeunes, mais que c'est surtout lié à leur origine sociale et que ça dépend également de l'origine sociale de leurs parents. Pour certaines origines géographiques, on n'observe pas de différence entre ces jeunes-là et les autres. Je connaissais un peu le récit, je suis un peu les publications, enfin en tout cas dans l'association, on essaye de partager un petit peu les publications autour des résultats de recherche ou des problématiques, des productions qui sont menées là-dessus, pour voir dans quelle mesure elles peuvent alimenter notre propre réflexion et nos outils, mais aussi derrière les actions qu'on veut développer de façon très concrète sur le terrain. Marseille, c'est vraiment une ville très cosmopolite, donc marquée par un brassage et des flux migratoires nombreux qui sont les couches de construction de la ville en elle-même. C'est une cité de plus de 2600 ans, mais sans refaire l'histoire, et donc qui est quand même confrontée à un certain nombre de problématiques autour justement des discriminations, des inégalités et des ségrégations. Et donc pour nous, notre champ d'intervention, c'est celui des terrains qu'on cherche à égaliser pour faire que les jeunes, demain, puissent envisager des études supérieures, y compris des études d'excellence, parce qu'on a certaines actions, dont une action phare qui se situe sur le domaine de l'excellence, pour venir un petit peu démentir un peu toutes les statistiques autour des inégalités. C'est les artistes qui en parlent le mieux de ce point de vue-là. Par exemple, c'est le groupe IAM qui nous dit le berceau lève le voile, personne ne joue avec les mêmes cartes, ou encore c'est le groupe Zebda qui nous dit je crois que ça ne va pas être possible. Plus largement, ça renvoie à des situations, des vécus et des histoires qui disent que lorsque je viens plutôt d'un quartier défavorisé, eh bien, ça va m'empêcher de devenir, ou en tout cas ça va me constituer des obstacles et par là même pour ces jeunes se créer eux-mêmes des propres freins psychologiques, périphériques en termes de projection ou d'ambition tout simplement pour aller notamment vers des études d'excellence. Les discriminations dans l'éducation, c'est souvent ce qu'on dit infralégal, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément tomber sous le coup de la loi. C'est une chaîne d'actions qui font qu'au bout du compte, il va y avoir différence de traitement. Et donc, c'est pas évident de travailler cette question avec l'angle du droit, justement, les discriminations, c'est interdit, etc. Mais en fait, c'est tout à fait possible et l'expérience de Villeurbanne le démontre parce que c'est une mobilisation du droit qui est en partie une mobilisation aussi symbolique pour affirmer que si in fine on constate des discriminations, des inégalités de traitement, c'est important de dire qu'elles sont interdites, qu'elles sont illégales et donc de faire en sorte qu'elles ne se produisent pas au cours de l'enseignement, de l'orientation, etc. Il y a un autre facteur, c'est qu'il n'y a pas une politique au niveau national qui dit qu'il faut lutter contre les discriminations dans l'éducation nationale et notamment dans l'orientation, parce que c'est un des points les plus sensibles. Et comme il n'y a pas une politique nationale, eh bien, au niveau local, c'est un peu en fonction des personnes et il n'y a pas de cadre qui permettent de généraliser ce type d'expérimentation. Je suis venue parler des actions que réalise le défenseur des droits,
donc l'institution à laquelle j'appartiens, dans le domaine de l'éducation et comment on se saisit de ces questions. Je pense que c'est absolument nécessaire de s'intéresser à ces enjeux de discrimination. C'est aussi au-delà du droit des personnes qui est en jeu, c'est la promesse républicaine quand même d'égalité aussi qui est un peu en jeu, et derrière la confiance aussi que la population elle a à l'égard des institutions. Si nos institutions elles se contentent d'avoir au fronton liberté, égalité, fraternité, mais qu'on n'applique pas du tout ça, et les enfants sont très conscients à l'école et assez jeunes en fait du fait qu'ils n'ont pas droit aux mêmes chances que d'autres, etc., etc. Et ben derrière on détricote aussi le vivre ensemble et le rapport aux institutions, et derrière à la citoyenneté, à ce qui est au droit, à l'état de droit. Et donc c'est au-delà du droit des personnes qui me semble quand même très fondamental. C'est aussi un enjeu très fort pour tous en fait, de cohésion sociale et d'aller de l'avant ensemble et d'éviter les séparatismes des uns et des autres qui sont souvent la conclusion d'un sentiment d'exclusion ou de discrimination. Le ressenti en matière de discrimination est toujours prégnant, il est toujours là. Les jeunes ont à la fois ce sentiment de discrimination, ce qui favorise ensuite l'autocensure et ce qui crée du déterminisme social et donc ce qui creuse les inégalités. Donc la discrimination, je pense qu'elle est là, elle est présente au niveau des origines ethniques, des origines sociales, des origines culturelles, mais aussi des origines territoriales, du genre. Donc on est sur un phénomène d'intersectionnalité qui fait que finalement, quand on cumule cet ensemble-là, les discriminations ont un poids extrêmement conséquent sur notre jeunesse. Ce type de journée est extrêmement utile parce qu'elle permet, tout comme on le fait au collectif de l'ascenseur, de créer du lien entre les acteurs privés, publics, associatifs, mais aussi entre la recherche. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Et en fait, tous ces chiffres qui sont donnés, ça nous permet vraiment, nous, de nous appuyer dessus pour pouvoir proposer des solutions qui ont un véritable impact et qui viennent répondre à ces chiffres qui peuvent ressortir sur la discrimination. Nous, on a aussi, ce qu'on en retire aussi, c'est le fait qu'on puisse donner la parole aux associations. Moi, je porte la voix du collectif de l'ascenseur. Et en fait, pouvoir à la fois porter le plaidoyer qui est porté communément par nos associations en faveur de la lutte contre les inégalités, mais aussi mettre en avant les différentes solutions qui sont portées par les associations, c'est quelque chose qui est essentiel et qui permet ensuite d'aider encore plus de jeunes au quotidien. En fait, nous, on a des associations qui ont décidé de se fédérer pour proposer des solutions aux jeunes, pour accompagner les entreprises aussi à mieux s'engager et à mieux être inclusifs au quotidien, mais aussi pour proposer des solutions aux institutions. Donc en fait, nous, on se positionne vraiment sous un angle positif et comment est-ce qu'on peut mieux accompagner cet ensemble d'acteurs en matière d'égalité des chances. Donc nous, par exemple, on accompagne une génération de jeunes, 25 jeunes de 18 à 25 ans. Sur Marseille, on a créé une prépa sociale et solidaire, on appelle ça une écurie, qui prépare au concours de médecine, médecine, dentaire, pharmacie, sage-femme, kinésithérapie. On en est à la 4e promotion et ça veut dire concrètement qu'on est parti sur un accompagnement de 12 jeunes et aujourd'hui c'est plus de 240 jeunes, lycéens et étudiants qu'on forme à ces concours de médecine avec un taux de réussite de moyen à peu près de 40% et au départ avec sans aucun financement, mais on fonctionne à l'inverse des structures privées qui elles vont sélectionner par l'argent, mais aussi par le niveau obtenu au baccalauréat, c'est-à-dire qu'elles vont recruter les étudiants qui ont eu un bac avec mention bien et très bien, et avec un prix autour de 4 000 jusqu'à voire 10 000 euros pour préparer ce concours de médecine. Nous, c'est l'inverse, c'est gratuit et c'est ouvert à des lycéens, donc des lycéens et des étudiants qui sont motivés, et on va les former, on va les accompagner avec une équipe de tuteurs. On va dire j'ai baigné, versé et nagé dans l'association depuis l'âge de mes 18 ans. C'est pas mon métier. À côté, je suis enseignant et donc ce sont des questions qui m'intéressent dans le cadre de mon enseignement en tant que tel. Et ces inégalités, elles sont à la fois dans l'école, mais en dehors de l'école et tout autour de l'école et dans le quartier. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et c'est bien parce que justement on est optimiste pour pouvoir continuer à s'engager, malgré le fait que ces problématiques persistent. On dit qu'elles sont systémiques et structurelles, c'est-à-dire qu'elles sont aux racines même des fondations de notre société, et malgré le fait que les moyens qui sont mis à l'œuvre sont insuffisants et se réduisent, mais c'est bien parce que pour un grand nombre dans le sel de la vie, qui sont issus de différents milieux professionnels, le sel de la vie est composé notamment d'enseignants, d'éducateurs, d'infirmiers, de médecins, de tous horizons, et aussi des parents engagés pour qui le seul patrimoine qu'ils ont, c'est celui de leurs enfants et de l'éducation à venir comme patrimoine à acquérir qui se transforme en diplôme et donc comme transformation de vie et de mobilité sociale en tant que telle. Donc c'est bien parce qu'on y croit et c'est bien parce qu'on a un certain nombre de bénévoles, on a à peu près 204 bénévoles, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui y croient, qui sont engagés, qui sont optimistes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour demain ?
plein de choses. Déjà, que l'éducation nationale aussi prenne vraiment conscience des discriminations qu'elle produit, des inégalités qu'elle reproduit. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et que les pratiques soient adaptées pour justement venir corriger ces grandes inégalités. Ce qui demande que déjà il y ait une prise de conscience. Dans l'entreprise, il y a de la discrimination. Dans le logement, il y a de la discrimination. Et tout ça est très inconscient. Il n'y a pas de raison, malheureusement, que l'éducation soit complètement à part de ces problématiques. On peut espérer une meilleure connaissance des mécanismes par lesquels les discriminations agissent et si on les perçoit mieux, si on a mieux conscience des mécanismes, alors on peut espérer mettre en place des dispositifs, des politiques publiques qui permettront de lutter contre ces discriminations. Donc il me semble qu'à travers une meilleure connaissance, on peut mieux ensuite identifier les leviers par lesquels les politiques publiques peuvent agir efficacement. Là, on voit bien qu'on est sur une sphère institutionnelle haute, en fait. Il ne faut pas oublier les premiers concernés, qui sont les familles et les élèves, sur les problématiques et les injustices qui sont vécues. Je pense que donner des espaces de parole, ce qui a été dit, prendre en compte leur avis, prendre en compte leurs sentiments, prendre en compte leurs difficultés, y compris tenir compte des discriminations dans tout ce qui est apporté comme des réponses vraiment complémentaires. Je pense que c'est l'enjeu. Je pense vraiment que c'est très très important pour que les professionnels se sentent concernés par ces problématiques-là et ne pas qu'on se dise que c'est le fait de telle association, de tel acteur, de tel. C'est un engagement qui doit être collectif et porté. Je pense que l'engagement de chacun, il peut porter vraiment le sujet haut et fort, il peut apporter des réponses aussi innovantes, même si à l'échelle nationale, le sujet des discriminations n'est pas spécifiquement porté. Je pense qu'il y a un vrai sujet de politique publique qui est aujourd'hui un problème pour moi extrêmement important. Alors comment arriver à faire monter le lobbying des collectivités, des associations, la société civile pour quand même contraindre l'État à assumer ses responsabilités dans ce domaine. L'État doit être à nos côtés pour avancer vers une meilleure observation, une meilleure analyse au niveau local, dans la finesse des situations. Et moi, il me semble qu'on a quand même des territoires et des acteurs locaux qui sont dans la dynamique. Voilà, reste à verbaliser. Progressivement, les données locales deviennent des vrais enjeux, notamment les données locales partagées pour que plusieurs territoires observent la même chose au même moment, en même temps. C'est l'articulation entre le local et le national et le fait de vraiment voir qu'on a besoin à un moment d'affirmer au sein des politiques nationales éducatives certains principes et de voir que beaucoup d'acteurs sont en train aussi de s'associer pour construire progressivement un message commun sur ce point. Je trouve qu'on est dans une période où on a un narratif national qui, sans arrêt, nous parle des discriminations. Mais en fait, on a du mal à finalement clairement dire que c'est un délit, c'est quand même une violence qui est faite vis-à-vis d'un certain nombre de nos compatriotes. Et donc, voilà, j'ai un vrai sujet là-dessus, une politique publique qui, effectivement, n'est toujours pas au rendez-vous. On a été plusieurs à le dire, hein, il y a vraiment quelque chose là qui ne va pas. Alors, nous avons, pour moi, une responsabilité collective. En tout cas, je pense que nous, au titre du récit, on le porte en tant que tel. En tout cas, il y a à continuer le travail de sensibilisation et d'argumentation, parce que c'est encore et encore et encore un travail en soi. C'est une nécessité, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, de continuer à diffuser les travaux, poursuivre le travail d'observation. Il faut qu'on prenne la mesure de ces éléments-là, tout en valorisant les initiatives qu'on a évoquées toute la journée et qui sont vraiment des éléments majeurs.